Vous croyez vraiment que les premiers appareils photo numériques ressemblaient à ça? Ou à ça? À l'époque, on avait tenté plein de choses. Et un des essais était celui-là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter un appareil assez atypique, puisque c'est le but de la série, qui est le Canon Pro 70. Le Canon Pro 70 est un appareil qui date de 98, un appareil photo numérique. Il faut savoir que c'était quand même le tout début, l'Apple QuickTake date de 94. Je ne prends pas en compte les antiquités de chez Kodak qui n'ont jamais été commercialisées. Là, ça a été quand même un appareil photo commercialisé, professionnel, mais accessible au grand public. Donc, pour une présentation du boîtier, le voici. Donc, c'est un appareil photo à très haute définition de 1,3 mégapixels, donc en 1530 sur 1536 sur 1024, donc format 3,5. Et donc ce n'est pas un appareil photo qui a une matrice de Bayer comme la plupart des appareils photo numériques actuels et anciens, mais il a un appareil photo, une matrice assez bizarre qui ressemble un peu à l'impression, qui est une matrice cyan, jaune, vert et magenta. Alors pourquoi Canon a pris ça, je ne sais pas, en tout cas le résultat pour 1,3 mégapixels est plus que correct, vous verrez après. Donc c'est quoi comme appareil? C'est un compact bridge assez gros, puisque si je le compare par un petit réflexe de chez Pentax, il fait la même taille, il est quand même plus léger. Donc je n'ai pas retiré le capuchon pour voir toute sa splendeur. Donc le capuchon est assez bizarre aussi, surnommé la soucoupe volante sur certains forums de l'époque. Donc voilà sa tête directement comme ça. Donc il faut savoir que le viseur est en haut, donc ce n'est pas un réflexe. En bas c'est pour viser, donc en bas vous avez la mesure de lumière, l'autofocus, et en bas un petit point qui permet de faire un faisceau vert comme un mal d'appareil en fait pour pouvoir faire le point. Il n'a pas de flash, il a une griffe flash qui est censée gérer les flashs Canon. Alors j'ai essayé avec mon 550EX sans succès. Apparemment il est fait pour fonctionner sur les 380EX et 220EX que je n'ai pas. Alors, vu que c'est des flashs assez anciens, je ne me suis pas amusé à les chercher. Donc déjà mon 550EX me convient bien pour la plupart des utilisations. Donc au niveau de l'ergonomie, ça ressemble beaucoup à un réflexe, sans molette. Donc le bouton pour déclencher, en haut. Les boutons plus et moins de ce côté-là, pour la mesure d'expo. Le viseur est franchement correct. Que dire d'autre? Il a un mode macro, il a un mode enregistrement sonore, donc, qui permettrait d'enregistrer du son, donc chose que en même temps qu'une photo. Donc au niveau de la définition, les deux définitions possibles, donc 1536 sur 1024, et puis une définition plus petite de 768 sur 512 qui permet un magnifique mode rafale de 20 images, donc en qualité la plus basse possible. 20 images donc à 4 images par seconde. C'est parti. Donc voilà une rafale de 20 images, une molette de mode, mais c'est pas compliqué, on n'a pas des masses non plus de fonctionnalités. Bon, faut savoir qu'on est quand même en fin 98, il a été apparemment vendu jusqu'en 2000, donc à l'époque les appareils photo se vendaient assez longtemps, donc c'est un appareil photo qui a été utilisé pour du studio. Il faut savoir qu'à l'époque on était quand même, entre 98 et 2000, on était sur les premiers PowerPC chez Apple, et on était au niveau des PC, sur les Pentium de première, deuxième, jusqu'à la troisième génération. Donc il faut savoir ce qu'il y a là-dedans, c'est un microcontrôleur qui doit être l'équivalent d'un 486, donc une machine quand même assez lente. Donc l'appareil photo doit quand même traiter des photos en temps réel.
donc chose qui est compliquée vu l'âge de la machine, et donc qui fait que les fonctions qu'on a sur les appareils actuels n'étaient pas disponibles là-dessus. Donc on a une molette de mode, donc la position noire, appareil photo éteint, un carré vert comme partout chez Canon, un mode programme. Donc le mode programme nous permet deux choses, ou un mode P non débrayable, ou alors on peut débrayer l'ouverture. Donc c'est une priorité à l'ouverture. Seul souci, il faut aller dans le menu pour changer l'ouverture, et donc ça peut être assez fastidieux. Il est disponible donc de f2 à f8, plus un filtre ND quand il y a besoin de moins de lumière. Pour les vitesses, donc il est accessible de 2 secondes à 1 sur 3 millièmes de seconde, ce qui est quand même correct. La plupart des appareils actuels ne font pas mieux. Donc toujours sur la molette de mode, on a un mode PC donc, qui permet ici, on voit pas très bien, le truc est cassé, donc il est protégé par du scotch. Nous avons un port série, donc le mode PC permet donc, de vider les cartes sur un port série. Autant dire que je n'ai pas testé cette fonctionnalité, je n'ai plus de machine avec un port série. Et ça n'a pas trop d'intérêt vu que j'ai quand même des lecteurs compact flash en USB 2 et en FireWire qui sont plus que corrects. Donc aucun intérêt actuellement. Et puis enfin le mode playback qui permet de regarder les photos qu'on a prises sur l'écran arrière. Donc je ne vous ai pas montré l'écran arrière. Donc c'est un écran qui permet donc de tourner, donc qui permet aussi de voir la photo en live view, ce qui était quand même assez rare à l'époque. Donc il est petit, hein, il a presque 20 ans maintenant. Si je prends un boîtier de 10 ans plus tard, enfin plus 10 ans plus tard, enfin 10 ans plus tard, il date de 2008, mon Pentax K200. Il est 4 fois plus grand, hein, et je parle même pas des écrans de vos smartphones, pour ceux qui en ont. C'est tout petit, la colorimétrie est assez affreuse. Mon D60 fait franchement mieux, le G2 aussi. Mais bon, ça permet quand même de voir la photo, de voir un petit aperçu de la photo, et puis aussi de cadrer. J'ai aussi un extraordinaire mode selfie, pour ceux qui en font. Il faut allumer l'écran. Sinon, ça fonctionne moins bien. Je vais mettre un peu sur le bouton. Alors, il faut savoir que il est tout sauf rapide. Il faut à peu près 5-6 secondes pour démarrer. Et là, donc pour la photo, je vais vous montrer. Et donc pour vous montrer de votre côté. Donc là, on est en JPEG. Il faut à peu près 3 secondes pour stocker la photo. Je ne vous parle pas du RAW. Attention, je vais prendre une photo en RAW. Et voilà, donc tant que la lumière verte clignote, on n'a pas accès à l'appareil. Donc des fois, ça peut être un peu embêtant, mais bon, faut pas oublier l'âge de l'appareil. Donc c'était oui, un appareil photo qui permettait de faire du filmage, de tirer quand même des 13-18 corrects pour l'époque. Enfin, aussi bien que les appareils photo qu'ils utilisaient, enfin les appareils photo, surtout les pellicules assez bas de gamme qu'ils utilisaient en filmage. Ça permettait aussi en studio de faire des photos qui remplaçaient les Polaroid pour tester très rapidement le résultat de la lumière. Et sûrement aussi pour les reportages, puisque on avait les fichiers disponibles immédiatement en JPEG, prêts à envoyer à l'impression. Je n'ai pas parlé de l'optique qui est très bonne, c'est un équivalent 28-70 f2.4. On voit que Canon sait quand même faire de très bonnes optiques, donc vous verrez la distorsion est quand même assez faible. Bon, elle est quand même visible, hein, elle n'est pas corrigée par le boîtier, comme je vous ai dit, c'est un équivalent 486. Donc vous imaginez, c'est quand même assez ancien. Et puis dernière chose pour présenter le boîtier avant de présenter ce que j'ai fait en photo. Puisque j'ai quand même fait donc 370 photos en 3 mois depuis que je l'ai.
Donc je ne l'ai pas utilisé en appareil principal puisque j'en ai utilisé d'autres, j'ai préparé aussi d'autres vidéos qui vont arriver. Donc il a deux lecteurs de compact flash qui permettent donc de gérer sur le deuxième port jusqu'à une carte de 2 Go. Apparemment le premier port ne gère que jusqu'à 1 Go. Le deuxième port était fait pour un compact drive, donc un petit disque dur de la taille d'une compact flash. J'en ai un que je n'ai pas pu essayer là-dessus puisque le mien fait 5 Go. Je ne peux pas l'utiliser là-dessus puisqu'il est au-dessus de 2 Go. J'ai pu utiliser une Extreme 3 de chez SanDisk en 2 Go là-dessus, alors qu'à l'époque il était fourni quand même avec des cartes de 8 mégas et la capacité maximale prévue par Canon était des cartes de 64 mégas. Vous pouvez mettre donc 2 cartes de 64 mégas dans l'appareil. Je ne vous ai pas parlé de l'autonomie de cette chose. Donc au niveau de l'autonomie, il a donc ce genre de batteries qui sont introuvables. Donc en fait c'est l'équivalent de 4 piles R6. Alors par contre j'ai pas réussi à la démonter pour pouvoir les changer. Donc sur les deux batteries qui étaient fournies avec, une est quasiment inutilisable, ça tient une photo. L'autre tient un peu plus, à force de la charger, décharger, j'arrive à tenir une centaine de photos, ce qui est très correct, surtout vu l'appareil de l'époque et le fait que les batteries sont aussi d'époque. Voici maintenant les résultats de l'appareil photo, donc qui sont à mon humble avis franchement corrects, surtout pour un appareil photo de son âge, qui pourrait rivaliser avec certaines images prises avec des appareils photo actuels. Bon, pour certains types d'images seulement. Donc j'ai commencé ma série dans le terrain juste derrière chez moi, en proxy, donc parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça de la macro, mais c'est quand même assez proche, donc pour prendre des fleurs, des prunes, des papillons et puis un certain nombre d'autres petites bébêtes. Le résultat est bien meilleur que certains compacts et puis que la plupart des téléphones, malgré ces 1,3 mégapixels. On peut remercier l'optique et puis le fait qu'on puisse faire des sorties en RAW. Le bokeh est bien visible, mais je trouve que ça passe bien avec ce genre de photos. Donc j'ai aussi testé cet appareil photo en portrait, mais donc, je ne peux pas vous en montrer car je n'ai pas eu l'autorisation des différentes personnes, donc à part un chat que je ne lui ai pas demandé son autorisation bien sûr. Je l'ai emmené principalement ensuite dans deux endroits, enfin dans deux villes, qui sont donc Toulouse et Montpellier. Donc on commence par Toulouse. Euh, j'ai voulu jouer avec les perspectives et puis les différentes ambiances. Donc j'ai testé les contre-jours bien sûr parce que j'aime beaucoup les contre-jours. Alors là par contre la dynamique du capteur fait franchement mal. Donc il faut vraiment exposer au poil pour ce qu'on veut, sinon c'est une catastrophe. Euh, Quand c'est bien exposé, le résultat est franchement correct. Par contre, malgré le fait que ce soit en RAW, on récupère quasiment rien. Donc je ne peux pas trop espérer là-dessus. Donc je pense quand même que le résultat c'est parfaitement imprimable en petit format, dans le 10-15, voire légèrement plus gros pour faire une expo, selon ce qu'on a à dire en fait, c'est l'important. Et donc, j'ai testé une pause longue dans le métro. Ensuite, j'ai pris quelques photos d'un poste électrique. Et puis, dit Toulouse, dit aéronautique. Donc voici une antenne parabolique.
Ensuite, donc voici cette fois-ci une des églises le plus moche que j'ai pu voir pour l'instant. Ensuite, on part à Montpellier, donc, où j'ai fait un stage contre la peur de l'avion. Toute une série de nuits, puis ensuite une petite série de jours, juste avant un orage. Pour la série de nuit, pour les pauses longues de nuit, le rendu des détails est correct. Par contre, ce qui fait mal, c'est tout ce qui est rendu des couleurs et dynamique. Là, l'âge du capteur se fait franchement sentir. Et pour tout ce qui est jour, par contre, ça donne toujours bien en ville. Enfin, on arrive à enregistrer bien certaines ambiances. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit sur certaines de mes vidéos, et je le redis encore, et comme a pu le dire Kai de Digital Rêve sur ses séries Photog Cheap Camera, en fait, c'est vraiment ce qu'on a à dire sur la photo qui est important. Malgré que l'appareil soit ancien, que soit quand même limité sur les positions manuelles, le résultat est franchement correct. Si on a une chose à dire avec, et si donc ce qu'on veut dire passe avec ce rendu, avec cette taille d'image, l'appareil reste un outil. Et on peut bien sûr utiliser cet appareil encore maintenant, en 2015, malgré ses 17 ans. Après, c'est sûr que ça ne convient pas pour tout, mais ça reste un outil toujours utilisable. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme je l'ai dit sur ma page Facebook, je vais maintenant essayer de faire 3 vidéos de chaque type dans l'année, c'est-à-dire 3 vidéos sur les appareils anciens, 3 vidéos sur les anciens appareils photo numériques, donc un peu moins anciens, et 3 vidéos sur des appareils bizarres, des appareils jetables, enfin des trucs tout bizarres. Donc la prochaine vidéo prévue là-dessus, ça sera sur un Polaroid. Je prévois aussi en numérique sur un appareil photo, un Canon G2 ainsi qu'un Sony qui fonctionne à CD, et pour les appareils anciens, j'ai un Moscou 2, donc un 6/9 qui m'attend, j'ai un Canon EFM, bon j'en ai plein d'autres, vous verrez ça dans l'année. Et donc s'il y en a qui sont intéressés, vous voyez que des fois je manque un peu, j'aurais besoin d'un petit peu d'aide. Ça pourrait être sympa d'être à plusieurs pour faire cette vidéo, pour la rendre un peu plus drôle, un peu plus interactive. Donc voilà, je cherche un associé, un partenaire qui pourrait travailler avec moi sur ces vidéos. Donc bien sûr c'est entièrement amateur, entièrement bénévole pour l'instant. Et donc c'est juste pour le fun, s'il y en a qui s'amusent avec ce genre de matériel, et puis qui veulent faire quand même une série photo un minimum cohérente, un minimum intéressante, peut-être pas cohérente mais intéressante, on peut travailler ensemble sur une prochaine vidéo. Voilà, à la prochaine!